Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire donc consacré à la gynécologie obstétrique associatif connecté. Alors, on est pas mal de participants à être connectés ce soir, donc c'est vraiment génial. On est ravis de vous avoir avec nous. Donc, c'est un webinaire qui est en partenariat avec l'AGOF et avec l'AIGM, donc l'Association des internes de gynécologie médicale, et l'AGOF, l'Association des gynécologues obstétriciens en formation. Mais je pense que vous le savez tous. Euh, donc, avant de démarrer, une rapide introduction pour vous expliquer dans quel contexte on organise ce webinaire. Donc, c'est en partenariat donc, avec la GOF, avec l'AIGM et avec 360 Medix, dont les différents intervenants pourront vous parler justement tout au long de ce webinaire. Et rapidement, qu'est-ce que c'est 360 Medix? Donc, c'est vraiment une application qui a pour but d'accompagner les soignants au quotidien dans leur quête d'excellence des soins. Et en fait, sur cette application, vous allez avoir différentes fonctionnalités. L'une d'elles, ça va être un moteur de recherche médicale. Donc, l'idée, c'est que dès que vous avez un besoin sur une pathologie ou quoi que ce soit, vous le tapez dans la barre de recherche et vous trouvez la réponse à votre question. Vous avez aussi à disposition des outils médicaux, dont ceux qui vont être présentés ce soir, où en fait, il y a des arbres décisionnels, des algorithmes, des scores, des calculateurs. Voilà, c'est vraiment assez varié et complet pour tout type de spécialité, que vous soyez gynéco ou autre. Vous allez aussi retrouver en fait un fil d'actualité où vous allez avoir différentes actualités selon votre spécialité qui vont s'afficher, et notamment des recos. Et enfin, vous avez accès à une base médicamenteuse que vous pouvez télécharger et donc y avoir accès hors connexion. Voilà, c'était pour vous donner un petit brief sur 360, que ce ne soit pas l'inconnu dans tout ce qu'on va vous présenter. Et voilà, on est une grosse communauté en France, on est plus de 133 000 médecins, 340 000 soignants et il y a 16 000 étudiants en médecine. Et on est aussi présent dans d'autres pays, mais c'était pour vous donner un petit peu les chiffres de l'application. Donc, on va pouvoir commencer la soirée. Donc, je vous présente juste un petit tableau de ce qui va être présenté. J'espère que vous voyez bien l'écran. Donc, on va avoir d'abord une petite intro justement sur la population des internes de gynécologie obstétrique, avec un petit focus sur le réseau NTOG-VATOG. J'espère que je le prononce bien. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner différentes parties qui vont être assez rapides, où on va vous présenter en fait des outils en live et on va également faire le point sur notamment la pratique de la gynécologie connectée, les outils connectés et les patientes. Il y aura aussi une présentation d'un tuto de la GOF qui sera présenté par Frédéric du coup. Et enfin, on finira par une conclusion et on pourra répondre à vos questions si vous en avez avec plaisir, en sachant que le replay de ce webinaire sera bien disponible si vous le souhaitez par la suite. Voilà, donc je laisse Lavinia commencer cette première partie du coup non, pardon. Ça va être Chloé et Xavier, donc sur les internes de gynécologie obstétrique, une population particulière. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je sais pas comment tu veux faire, Xavier. Vas-y, Chloé, t'as les données, donc vas-y, présente. Bonsoir, je me présente, je suis Chloé Gaillard, du coup, je suis interne en gynécologie obstétrique à Rennes. Et je vais juste faire un focus du coup sur les internes de gynéco-obst et vous dire quelques mots sur les conditions. Puisqu'en fait, j'ai fait ma thèse sur les violences professionnelles hospitalières et le burn-out dans cette population. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire de prêter une attention vraiment particulière au bien-être des internes, parce que c'est une population qui est très à risque, et surtout de souligner à quel point l'environnement au travail joue ce rôle fondamental dans le bien-être. Et en fait, j'ai réalisé une étude qui est toujours en cours, mais j'ai déjà les premiers résultats, avec un questionnaire que j'ai envoyé à tous les internes de gynécopst en France. La population des internes de gynécopst, c'était 1020 à peu près, et j'ai eu 625 réponses. Donc, ce qui fait un taux de réponse à 61%. Et ce questionnaire cherchait à évaluer le burn-out, les violences, l'anxiété, la dépression, autour de questionnaires qui étaient vraiment validés et standardisés. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner un ordre d'idée, des chiffres clés, puisque parmi eux, déjà pour vous dresser un peu les conditions de travail d'un interne, un interne de gynécopste travaille 65 heures par semaine dans ma population, avec seulement 5%, il me semble, qui respectent les 48 heures légales. Un interne de gynécopste, c'est aussi entre 4 et 6 gardes par mois, pour la plupart. Donc, beaucoup de temps travaillé et dans une situation qui était
qui est plutôt complexe puisqu'un interne est confronté à de nouvelles responsabilités, exposé à des exigences professionnelles, à des contraintes de temps. Bon, et ce qui en fait du coup une population qui est particulièrement affectée par le burn-out. Et du coup, les chiffres de mon étude montraient qu'un interne sur 5 était à risque élevé de burn-out, avec un risque de pensée suicidaire beaucoup plus élevé que dans la population générale, puisque parmi les 625 répondants, 21,5% avaient déclaré avoir des idées suicidaires au cours de leur internat. Donc ça fait des chiffres qui sont plutôt forts. Tout ce qui était troubles anxio-dépressifs était aussi largement représenté, puisque un tiers avait des troubles anxieux avérés, 1 sur 10 un trouble dépressif. Donc ce qui montre à quel point il est vraiment nécessaire de renforcer la surveillance de ces internes et d'améliorer leurs conditions. Je vais m'étendre un peu sur le sujet, puisque une grosse partie de ma thèse portait sur les violences professionnelles. Et je pense qu'il est vraiment important de le réaliser. On retrouvait que plus de la moitié des internes étaient victimes de harcèlement moral, dont 3 quarts occasionnellement et 1 quart fréquemment. La plupart citaient comme auteurs les praticiens hospitaliers, surtout c'était en salle de staff, en salle de réunion. Voilà, tout ça pour vous montrer que les conditions de travail de l'interne sont loin d'être idéales et que c'est vraiment nécessaire de combiner à la fois des interventions individuelles, mais surtout organisationnelles pour l'améliorer. J'avais voulu prendre des avis auprès des internes avec des questions un peu plus qualitatives. Et à la fin de ce questionnaire, je leur avais demandé quel était l'élément, selon eux, qui pourrait améliorer les conditions de l'interne. Et donc, sur les 625 réponses, j'avais eu 488 internes qui avaient choisi de répondre à cette question. J'avais lu toutes les réponses que j'avais mises en catégorie. Et pour plus de la moitié, c'était surtout le temps et la charge de travail qui ressortaient comme l'élément clé. Et en fait, quand on regardait leurs réponses, c'était surtout justifié par la volonté de libérer du temps de formation. Et donc de remplacer toutes les tâches administratives par vraiment l'accès à l'apprentissage, la formation et cette sensation d'être pas assez formé. Donc c'est juste pour revenir sur le sujet de ce soir, avec la mise en place d'outils pour accompagner les internes, l'accessibilité, la rapidité aux réponses, comme par exemple un exemple de meilleure gestion face aux situations qui pourrait être très, très, très utile. Voilà. Ça pour vous montrer que l'environnement et les conditions de travail est vraiment un axe que j'estime majeur à développer chez les internes de GynécoOpst. Alors, merci beaucoup, Chloé. Moi, je suis Frédéric, je suis le président de la GOF. Donc, vraiment, si je résume ta présentation, et je te remercie vraiment de faire cette présentation, il y a environ donc, 100 internes qui ont des idées suicidaires. Et sur ces 100 internes, une grande partie des idées suicidaires sont liées à un harcèlement moral parce qu'ils n'arrivent pas bien à faire leur travail, ou ils n'arrivent pas bien à se former. Et ça, c'est les 100 internes qui ont déclaré leurs idées suicidaires. Il y a aussi beaucoup d'autres internes qui vont probablement pas très bien, et qui ne déclarent rien, ou qui continuent comme ça en se disant que ça va passer pendant quelques mois. Le fait d'essayer de changer cette situation et de faire des outils, c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite chose qu'on fait dans un coin juste pour s'amuser entre internes, c'est quelque chose qui est essentiel, c'est un point vraiment essentiel. Et donc je te remercie vraiment de la qualité de ta présentation et d'avoir des chiffres. Et sur un taux de réponse pareil, en fait, c'est des chiffres qui ont une valeur scientifique, qui ont une vraie valeur. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Xavier. Merci Frédéric, merci Chloé pour cette très belle présentation. Effectivement, je pense que la population des internes en obstétrique est vraiment une population très particulière. Après, les chiffres le montrent bien. En tout cas, pour l'expérience que j'ai à Bordeaux, on a mis, et Rémi pourra en témoigner, on a mis il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques années déjà, en place la 3e ligne de garde des internes, ce qui a drôlement effectivement amélioré les conditions de travail de l'interne, parce que effectivement la plus grosse maternité de France disposait que de 2 internes de garde uniquement, un en salle et un aux urgences, et de voir effectivement des collègues dans la détresse et la difficulté qu'ils aient à rechercher l'information.
plusieurs axes, notamment l'axe de la troisième ligne de garde, mais aussi l'axe de développer des outils numériques pour pouvoir accéder directement en fait, à l'information pour maximiser le temps. On voit bien que cette question du temps de l'interne durant sa garde est primordiale puisque ça va générer effectivement du temps pour aller à la pause déjeuner, pour pouvoir effectivement non pas forcément pour les gardes, mais pour pouvoir aller se former. Donc, je pense qu'il y a vraiment cet intérêt à optimiser du temps, en tout cas à rechercher l'information ciblée. Et ça, pour le coup, l'outil 360 Médic que j'utilise quotidiennement facilite en tout cas grandement cette formation et notre pratique professionnelle. Je n'ai pas dit que ça fera tout, en tout cas, c'est un très bon début. Bah, merci. Et puis, bon, pour commenter ce que tu viens de dire, c'est que par rapport à une charge de travail très importante, ce qui a été proposé, c'était d'ajouter une ligne de garde d'interne, donc d'ajouter du travail à des internes. Ça n'a pas été vraiment d'organiser, par exemple, d'embaucher des titulaires ou d'embaucher plus de médecins pour réduire la charge totale. Donc, ça montre bien que vraiment, les outils doivent être faits par les internes pour les internes parce qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes. Et certains seniors pensent aussi qu'ils doivent se débrouiller par eux-mêmes pour adapter leurs conditions de travail. Donc, c'est vraiment une des justifications de tous les outils qui vont venir par la suite. Alors, pour vous montrer que cette situation peut être même aussi mondiale et peut être beaucoup plus large que ce que l'on peut imaginer, on va avoir la chance d'écouter juste après Lavinia, qui est donc notre responsable des relations internationales auprès de la GOF et qui est témoin aussi des conditions de formation des internes et des jeunes gynécologues, à la fois aussi en Europe et dans le monde, et qui va nous expliquer ce que sont ces réseaux et en quoi la formation des outils peut être étendue en Europe et dans le monde. Super, merci beaucoup. Je puisse démarrer? Donc, je peux démarrer? Vas-y, on peut démarrer, puis on va bouger les diapos. Je ne sais pas si les... Du coup, il me semblait, Lavinia, que tu voulais partager Enfin, l'écran. comme tu veux. C'est comme vous voulez, tout de suite. Je vais juste partager mon écran. Ouais. Hop, quelques instants. Est-ce que vous voyez tous? Hop, tout de suite. Yes, super. Super, merci beaucoup. Du coup, bonsoir à tous. Je vais simplement présenter dans quelques mots les deux principaux réseaux des internes de gynécologie obstétrique en Europe, notamment l'ANTOG, abrégé de European Network of Trainees in OBGYN, et bien sûr le réseau des internes de gynécologie obstétrique dans le monde, le WATOG, réseau qui se sont développés depuis plusieurs années sous les auspices des ONG seniors en gynécologie obstétrique, notamment l'EPCOG et l'AFIGO, de quel on va parler tout de suite, juste après. Grâce à notre département de relations internationales, on a réussi quand même depuis quelques temps à populariser différents projets des échanges européens qui se développent et qui se déroulent en ces moments en Europe et dans le monde pour les internes français. Et aussi, on a réussi à faciliter, grâce à ces deux réseaux, l'accès aux différentes plateformes et opportunités de formation. L'INTOG, c'est le réseau européen des internes en obstétrique, organisation à but non lucratif qui réunit et représente les droits des internes et leurs intérêts depuis 1987 et compte actuellement 35 pays membres. Leurs principaux objectifs ont toujours été d'atteindre les normes de formation le plus élevées possible et par conséquence d'améliorer la qualité de soins médicaux apportés aux femmes et à leurs bébés partout au travers de la formation des internes. Chaque année, l'ANTOG organise plusieurs programmes d'échange et des réunions éducatives pour les internes, au cours de laquelle les internes venant de partout en Europe réussissent à visiter des hôpitaux dans un pays d'accueil et participent ensuite à différentes conférences internationales et réunions au travers desquelles ils arrivent finalement à discuter de leurs expériences qu'ils ont eues dans les différents pays d'accueil et discutent des potentielles suggestions d'amélioration dans chaque milieu de travail. L'ANTOG offre aussi différents autres outils et plateformes de développement comme le Multi-Center Research Group, qui en fait, c'est une plateforme où les internes européens
peuvent proposer leur projet de recherche en cours et ensuite le partager à leurs collègues venant de différents pays. Où ils peuvent organiser même entre eux sans nécessiter finalement une réunion plus large, des échanges de un par un interne qui s'appelle le one-to-one exchange, où un interne peut accueillir à la fois un autre interne venant d'un autre pays. Sur le même principe, le WATOG, c'est une association internationale qui organise aussi des ateliers des obstétriques et gynécologie tous les 3 ans, couplés au Congrès mondial de la FIGO, comme on verra juste après. C'est une association qui donne en fait une réelle attention surtout à la équité financière entre les internes d'obstétrique et gynécologie du monde, et ils essayent d'assurer en partie le financement de chaque participant, surtout envers ceux qui viennent de pays en développement, en tout respect de la parité hommes et femmes. Le but de cet réseau, c'est d'aider finalement chaque interne du monde à accéder au plus haut niveau d'enseignement et surmonter les barrières culturelles et de faciliter les contacts et notamment les échanges entre les internes de différents pays en atténuant les différences et les ségrégations de toute nature, soit de nature financière ou même formationnelle. Actuellement, le WATOG, il compte 89 pays membres et ça a été récemment fondé 10 ans après l'INTOG depuis 2012. Et du coup, on arrive au sujet du jour qui va intéresser plutôt la GOF et toute la France, tous les internes en fait de gynécologie obstétrique de la France pour l'année 2023, la FIGO. La FIGO, c'est la plus grande alliance au monde de sociétés nationales d'obstétrique et de gynécologie qui réunit plus de 130 associés du monde, répartis bien sûr en fonction de continents, qui se consacrent entièrement à la santé et au bien-être de femmes et de jeunes filles et de femmes de nouveau-nés de partout dans le monde. La FIGO s'associe à des organisations du monde entier qui partagent leurs visions, leurs valeurs, ayant comme objectif finalement de faire progresser la santé et les droits de femmes par tout le monde au travers aussi de différents outils numériques et des plateformes qui facilitent du coup l'engagement des internes et de docteurs juniors ou même des médecins dans le partage de leur savoir-faire et bien sûr, dans le partage et développement des différentes politiques d'aide des zones défavorisées, on va dire. Du coup, Paris, en fait, a été choisi cette année pour accueillir le congrès de la FIGO, qui aura lieu entre le 9 et le 13 octobre 2023, où la GOF, du coup, aura une grande place dans l'organisation en fait des activités et des ateliers pour les internes en partenariat avec le WATOG. Ce qui sera particulier pour ce congrès sera l'organisation en premier de cette One World Exchange qui va être du coup un échange mondial pour différents internes du monde qui va faciliter de cette manière en fait leurs accès au quotidien, on va dire, de la vie des hôpitaux français et de quotidien en gynécologie obstétrique. Et voilà. C'est pour ça surtout que je voulais vous présenter. Hop. Un grand merci à toi. Je vous en prie. Un grand merci à toi, Lavinia. Alors, corrige-moi si je me trompe dans ce résumé, mais donc en gros, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, on est un réseau mondial, c'est-à-dire que quand des outils sont créés à la GOF, en fait, c'est des outils qui peuvent être partagés sur tout un réseau mondial, ou en tout cas de plus de 80 pays, pour aider la formation dans plus de 80 pays, qu'on peut traduire tout ce que l'on fait, que des outils qui sont performants, que l'on découvre dans le réseau, dans un autre pays, peuvent être adaptés en France, car des problématiques peuvent être présentes dans plusieurs pays, et qu'en France, on a la chance, en fait, de pouvoir réunir tout le monde en octobre 2023, que nous, à la GOF, on va organiser, on va faire partie des organisateurs de ce congrès, et donc on a vraiment une position centrale, et ça c'est quelque chose qu'on doit quand même vraiment rappeler un peu à tout le monde, et si parmi nous il y a quelques sponsors qui nous regardent, quand des fois on nous dit c'est un peu difficile de nous aider, et ben, il ne faut quand même pas oublier que la retombée,
bien que la retombée française soit déjà aussi importante, qu'en fait, c'est une coopération qui est bien plus grande, que les outils numériques, il est très facile de les utiliser dans un réseau qui est plus grand. Je ne sais pas si tu avais d'autres commentaires, Lavinia. Le seul commentaire que je puisse ajouter, c'est que d'après tous les échanges qu'on a eus avec les internes européens, ils sont, on va dire, très contents de pouvoir participer en fait à ces congrès. Dans le monde, en fait, l'école d'obstétrique française, elle est très reconnue, elle est très connue et très appréciée surtout de pays en fait de par tout le monde. Ça reste quand même, je me permets de dire un art parce qu'il y a de moins en moins de pays en fait qui arrivent finalement en fait à pratiquer ce métier à ces rangs-là et à ces stades. Moi, personnellement aussi, je suis originaire de Roumanie et j'avais choisi à faire mon internat en France pour me mieux former en fait dans cette branche. Et c'est en fait, il faut se rendre compte jusqu'à quel point la France et aussi les associations qui travaillent et qui soutiennent justement les démarches des internes ont la chance quand même de travailler dans ces genres de systèmes qui facilitent toujours, on va dire, les beaux projets de naissance de femmes et aussi le beau projet gynécologique pour les patients de quels ils prennent soin. Merci beaucoup, Lavinia. C'est vraiment très important que tu aies pu souligner ça. Donc, on voit vraiment deux justifications essentielles dans tous ces travaux. À la fois le besoin d'aider toute notre population et qu'on s'entraide entre nous, vu toutes les contraintes que l'on subit, et à la fois la mouvance mondiale et vraiment les réseaux d'une formation qui est collective. Alors, si vous voulez bien, vous voyez bien mon écran? Alors non, Frédéric, on ne voit pas ton écran. On le voyait tout à l'heure. Ah si, c'est bon, je n'ai rien dit. Est-ce que vous voyez, c'est un PDF présentation à Goff? Oui, c'est tout bon. Pas trop? Ok, alors je vais faire vraiment bref, mais pour aller un peu plus loin quand même pour ceux qui ne connaissent pas parfaitement notre asso. Donc la GOF, alors il y a aussi la IGM, hein, mais Clémence a quelques soucis de connexion, et donc on va présenter un peu conjointement, et puis dès qu'elle peut se reconnecter, elle va nous le dire. Mais en gros, le réseau de la GOF est un réseau d'internes, de CCA, d'assistants, donc en gros de jeunes gynécologues obstétriciens. C'est un réseau francophone, avec des représentants dans chaque sous-région, dans chaque CHU, et qui permet vraiment de mettre en lien toute cette communauté pour faire du contenu, pour adapter notre formation. Et donc, on est en lien avec énormément d'associations et de sociétés savantes. Alors, on a l'habitude d'organiser des congrès et de la simulation, notamment puisque nous avons une spécialité qui utilise des gestes techniques, et que la formation aux gestes techniques, c'est un réel défi avec le manque de temps alloué aux formations et le manque de financement pour les formations. Et alors, à propos des outils connectés, là, nous allons tout présenter au cours de ce webinaire, mais voilà, nous avons eu la chance de faire de nombreux outils connectés, que ce soit avec 360 Medix ou alors auprès de la réalité virtuelle qu'on vous montrera plus tard. Et s'il y a un premier projet connecté à vous présenter, c'est celui des podcasts de la GOF. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on les a mis en place, et chaque semaine, un nouvel épisode sort sur toutes les principales plateformes en ligne, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Et en fait, c'est normalement quelque chose qui aurait dû être très spécialisé et qui aurait dû d'accès peut-être un petit peu limité. On est à 39 000 écoutes, donc c'est vraiment énorme pour des sujets aussi spécialisés, et ça permet vraiment de faire un réseau, de mettre en valeur le savoir à la fois de libéraux, à la fois d'hospitaliers, de personnes qui inspirent le milieu de la gynéco-obstétrique dans tout le monde francophone. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très suivi, ainsi que par les seniors, par le médecin généraliste et par les sages-femmes. Alors, pour aller... Je ne sais pas si l'écran a arrêté de se partager. Alors, si vous voyez... on ne voit plus ton écran. Là, on voit les slides. Voilà, vous voyez les slides. Alors ça, c'est à propos de l'application des outils sur lesquels on va vous parler là à la suite. Sur 360 Medix, vous voyez qu'en fait, il y a 50... Donc déjà, il y a 20 000 utilisations des outils. Donc c'est vraiment beaucoup pour une population de 1000 personnes. Alors peut-être plutôt 1200, contrairement aux 1000, par rapport aux internes dont parlait Chloé, puisque là, il y a aussi quand même certains assistants et CCA, même si de façon assez étrange, certains assistants au CCA ont du mal à s'inscrire à la GOF.
mais ils font tout à fait partie de la GOF. Il y a aussi les faisans fonction d'interne. À partir du moment où ils sont francophones, hein, ils peuvent faire partie de la GOF. Hein. Tout est inclus. Ce n'est pas du tout limitatif. On voit que nos outils sont aussi utilisés par les médecins généralistes, par les sages-femmes et par les gynécologues médicaux. Et pour la IGM, nous avons la chance du coup d'avoir Clémence, qui est une ancienne présidente de la IGM et qui est très impliquée dans la IGM, et qui connaît bien tous les outils et qui connaît bien Transcendence, qui va nous faire une présentation brève de la IGM en quelques mots et surtout d'un outil pour lequel son association a créé une assistante numérique dans la prescription de contraception. Je te laisse la parole, Clémence. Bonsoir tout le monde, donc j'espère que je ne vais pas avoir de soucis de connexion comme juste avant. Donc je suis Clémence Ehrenschmidt, vice-présidente de l'association des internes de gynécologie médicale et du coup jeune docteur junior en gynécologie médicale. Donc l'association de notre côté, elle a peut-être un peu moins d'ampleur que du côté des jeunes gynécologues obstétriciens, mais on est ravis de travailler ensemble pour participer à son développement. Et donc moi je vais vous présenter l'outil d'aide à la prescription de contraception. Maintenant que je partage l'écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Tout à fait. Donc, l'application, c'est un outil d'aide à la prescription de contraceptifs afin de trouver le contraceptif le plus approprié à votre patiente en quelques clics. L'application est très simple, elle comporte 3 onglets. Le premier onglet comporte 2 algorithmes de prescription. Le premier pour la contraception efficace au quotidien. Il s'agit d'une suite progressive de questions qui visent à chercher la présence de contre-indications à certains types de contraceptifs. D'abord, l'algorithme va demander les contre-indications absolues aux œstroprogestatifs, puis recherche question par question la présence de contre-indications relatives. Il va vous aider à choisir entre les méthodes œstroprogestatives. Donc là, je vous fais rapidement, hop, on va en mettre 2. Donc entre les méthodes œstroprogestatives, pilules, anneaux, patch, et les pilules microprogestatives, l'implant à l'étonogestrel, les systèmes intra-utérins à la progestérone et le DIU au cuivre. Donc ça, c'est pour la contraception au quotidien. Il contient un deuxième algorithme pour la prescription de la contraception d'urgence, c'est-à-dire entre Norlevo et la WAN et le DIU au cuivre. Il va prendre en compte le délai écoulé depuis le rapport à risque et la présence de certains antécédents, la prise de certains médicaments et le souhait potentiel d'une contraception de longue durée d'action. Voilà pour le petit exemple. Et donc, le deuxième onglet, c'est une aide à la gestion d'un changement de méthode de contraception pour ne pas oublier en particulier la nécessité, dans certains cas, d'un chevauchement de 7 jours entre 2 méthodes qui va correspondre à la durée nécessaire à l'apparition de l'efficacité de la nouvelle méthode. On peut évoquer, par exemple, entre une pilule microprogestative et un système intra-utérin à la progestérone, il ne faut pas oublier la nécessité d'un chevauchement de 7 jours des 2 méthodes avant d'arrêter donc la pilule. Et le troisième volet va contenir des fiches d'information sur les différentes méthodes de contraception. Donc, si on clique sur l'implant, vous allez retrouver un bref résumé du mode d'action de cette méthode, comment la prescrire. On peut un petit rappel de l'indice de Pearl, les principales contre-indications et les effets secondaires qu'on peut rencontrer les plus fréquents. Et donc ça pour chaque méthode de contraception. Voilà, donc c'était assez rapide, mais vous voyez, c'est très simple à utiliser. Et j'espère que ça pourra vous aider dans votre pratique quotidienne. Merci beaucoup Clémence pour ta présentation et un grand bravo. Nous, vraiment, la qualité de cet outil, vraiment pour nous, c'est super parce qu'on a une spécialité tellement large, il y a tellement de choses pour lesquelles il faut se mettre à jour en permanence. C'est vraiment avoir cet outil-là dans la poche, c'est quelque chose pour nous qui est vraiment essentiel. Et ça explique un peu toutes ces utilisations. Parce qu'en fait, il y a de nombreux... À la fois, c'est une somme de 2 choses. À la fois, il y a des algorithmes pour lesquels il y a des changements très réguliers, il faut essayer de ne pas se perdre.
Et ensuite, il y a toujours des conseils, un peu des petits conseils qui sont au fin fond des notices, qui sont très longues, pour lesquelles il est facile de se perdre et de s'embrouiller. Donc pour nous, les obstétriciens, qui ne sommes pas toujours à prescrire de la contraception vraiment tous les jours, mais qui quand même devons en prescrire assez fréquemment, c'est d'une très grande utilité. Et donc nous, on souhaite que continuer de faire des partages de supports comme ça pour qu'on s'entraide tous. Alors pour aller même un petit peu dans la suite en fait de ces supports qui nous aident à nous en sortir de situations des fois un peu galères, on a Mariam qui est donc gynécologue obstétricienne, qui va nous faire une présentation sur un outil qui a été développé initialement par le CNGOF. Le CNGOF, c'est le Collège national des gynécologues obstétriciens, et qui a pour but d'aider dans la prise en charge des frottis et des tests HPV pathologiques pour se sortir un peu des situations, un peu de la même logique que de l'outil de contraception. Et donc, je laisse la parole à Mariam. Merci beaucoup, Mariam. Merci, Frédéric. Bonsoir à tous. Donc, je suis Mariam, je fais partie du bureau de la GOF et je suis aussi membre de la SCGP. Donc, je vais vous présenter un outil très simple d'utilisation, très ergonomique aussi, qui va vous aider en fait à choisir quelle prise en charge par rapport au dépistage de vos patientes, notamment dans le cas du cancer du col de l'utérus. Je vais essayer de partager mon écran. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, oui. Ok, parfait. Donc là, on a vraiment l'interface une fois qu'on installe en fait l'appli. Donc ça se présente très simplement. Dépistage primaire du cancer du col de l'utérus. Et là, on a le choix en fait de choisir l'âge de la patiente. Donc par exemple, je suis en plein milieu d'une consultation, j'ai une patiente qui a entre 25 et 29 ans. Je ne me souviens pas des recommandations. Je clique sur l'âge. Et là, tout de suite, première question, c'est le dépistage cytologique seulement. Si la cytologie... Alors, attendez, hop, je me suis perdue. On recommence. Donc, on va commencer par avant 25 ans. Donc, là, la réponse, c'est dépistage non recommandé à adapter au cas par cas. Ensuite, pour les 25 à 29 ans, ça sera selon la cytologie du frottis. Si par exemple, il est négatif, on clique sur négatif. Et là, l'appli qui est basée sur les recommandations du CNGOF nous recommande 2 cytologies à 1 an d'intervalle et une cytologie 3 ans après. On retrouve vraiment les recommandations faites par le CNGOF qui peuvent être aussi accessibles par le sommaire. On a vraiment un récapitulatif selon l'âge, selon les cytologies que vous trouverez au frottis. Et ce qui est très intéressant, notamment quand on est en plein milieu d'une consultation et qu'en express, on doit avoir la réponse à notre question, c'est que c'est hyper intuitif et hyper ergonomique. Voilà. Merci beaucoup, Mariam. Effectivement, c'est vraiment c'est un outil. Peut-être qu'il faut que tu arrêtes ton partage. Ah oui, voilà. Ouais. C'est vraiment à la suite de la contraception. Alors évidemment, la contraception, c'est plus compliqué. Là, le col HPV, c'est un peu plus simple. Évidemment, on peut penser qu'on est à jour et qu'on connaît toujours bien, mais pour de nombreux gynéco-obstétriciens, et pour la part d'entre nous qui, comme moi, font plutôt de l'obstétrique, effectivement, quelquefois, on a quelque chose comme ça à gérer, on a une situation de ce type à gérer, c'est vraiment, on a tendance des fois un peu à se perdre et un peu à faire des fois, comme notre chef fait, qui des fois n'est pas à jour, etc. Donc, c'est vraiment une très bonne chose d'avoir cet outil dans la poche. Et donc, c'est aussi effectivement très ergonomique. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Là, maintenant, on va aller dans des outils qui ont été créés par la GOF. Alors, on ne va pas aller plus loin que l'outil contraception, mais c'est un outil en fait assez différent et assez adapté à nos spécialités, qui est une spécialité chirurgicale dans laquelle on doit apprendre de nombreux gestes techniques. Et comme vous savez, l'apprentissage des gestes techniques,
se fait essentiellement sur le compagnonnage, parfois par la simulation, mais la simulation, c'est pas toujours évident et pas toujours adapté. Elle se fait essentiellement sur le compagnonnage, et le compagnonnage demande premièrement de repérer tous les détails que l'on a appris au cours de sa formation, car chaque petit détail compte et fait de nous un meilleur chirurgien, et ensuite de faire une synthèse des gestes sur lesquels on est suffisamment formé et celles sur lesquels on a besoin de continuer de se former. Ça, c'est pas toujours évident. Et donc, on a pu faire ce qu'on appelle un carnet de vol, ce qui est fait de plus en plus, qui est à la fois fait par exemple en aviation avant de se dire on va piloter un avion, mais qui est fait aussi de plus en plus en chirurgie et dans de nombreux domaines. Et donc nous, on a notre version du carnet de vol, on a la version faite par les jeunes gynécologues pour les jeunes gynécologues obstétriciens. Et cette version, elle ne demande qu'à s'améliorer en permanence, et vous allez voir qu'elle est déjà assez complète et adaptée au territoire. Et donc, je vais laisser la parole donc, à Rémi Patrice, qui est membre de la GOF à Bordeaux, et qui va nous expliquer ce qu'est le carnet de vol. Merci beaucoup. En effet, bonsoir à tous. Du coup, moi, je suis Rémi Patrice, donc je suis interne en 5e semestre à Bordeaux, comme l'a dit Frédéric. Et je vais vous présenter ce soir donc cet outil très pratique qui s'appelle le carnet de vol de l'interne, mais qui est en fait le carnet de vol du jeune praticien en général, puisque vous le verrez, il est tout à fait adapté à la pratique de tous les jeunes praticiens en obstétrique, mais aussi en gynécologie médicale. Cet outil que vous voyez juste ici donc, se trouve sur l'application donc 360 Medix dans les tools ou outils en fonction de la langue dans laquelle vous utilisez l'application, mais donc vous pouvez la trouver à cet endroit-là et la sauvegarder en favori pour l'avoir plus facilement accessible. Cette application, son but, c'est de faire en fait de façon très pragmatique la courbe de progression et surtout de voir quelles sont les interventions que vous avez vues, auxquelles vous avez participé ou que vous avez fait durant votre internat, puis ensuite votre pratique. Et pour cela, elle se décline donc en 3 catégories que vous voyez juste ici sur mon écran. Tout d'abord, la catégorie obstétrique, où vous trouverez donc les différents gestes qu'on peut faire en obstétrique. Les césariennes pour commencer, les prises en charge de l'hémorragie de la délivrance, par exemple, avec la pose de ballon de Bakri, la chirurgie de l'hémorragie du postpartum et les autres gestes, allant même d'ailleurs jusqu'au geste de diagnostic anténatal avec les différents prélèvements. La seconde catégorie, donc, c'est la chirurgie avec les interventions qui sont développées en 3 sous-parties, la laparotomie, la célioscopie et les voies basses. Et enfin, les gestes de gynécologie médicale avec les gestes qu'on fait plutôt en consultation et enfin les gestes qu'on fait en ANP. Chacun de ces items donc est rempli et est remplissable par des internes de tout semestre, puisque vous allez le voir, il s'adapte à tous les niveaux de pratique. Il suffit simplement donc d'ouvrir la partie concernée et hop là, pardon, d'ajouter donc un nouvel acte. Les actes donc d'hystérectomie, vous pouvez les ajouter de cette façon. Vous voyez que sur certaines interventions, en fonction de leur complexité, il y a donc une petite option à ajouter en plus. L'item qui a été choisi d'être avancé, c'est l'IMC de la patiente. L'IMC de la patiente, puisqu'on sait que ça peut pas mal faire différer nos interventions, la date à laquelle elle a été réalisée, le lieu, qui est un lieu totalement modulable et totalement accessible à l'écriture, donc vous pouvez ajouter exactement ce que vous voulez comme lieu. Il n'y a pas de recensement des CH, donc si vous êtes dans une clinique, si vous êtes plutôt en salle de naissance par rapport à d'habitude où vous n'y étiez pas, vous pouvez également l'ajouter. Et la façon dont vous avez participé à cet acte, donc soit vous l'avez réalisé seul, aidé par le senior, soit réalisé à 4 mains, vous avez donc fait une partie de l'opération, soit simplement visualisé. Et puis une note que vous pouvez donner de votre performance ou de simplement l'intérêt que vous avez porté. Chacun choisit un petit peu la notation qu'il veut. Et en dessous, un commentaire. L'exemple parfait, c'est pour une césarienne. Si on a une difficulté, quel a été le moyen qu'on a trouvé pour le résoudre. L'intérêt de tout ça, donc lorsqu'on enregistre son acte, vous allez le voir, c'est de pouvoir revoir toutes les données qu'on a eues. Il s'agit ici d'un compte de démonstration, c'est pas mon compte directement, mais vous voyez par exemple, hop, quand on ouvre ici les données de ce compte, on a le nombre d'actes réalisés à 4 mains avec la possibilité donc de détailler est-ce que ça s'est fait la première année, la deuxième année, la troisième ou 4e année d'internat et de voir les actes plus particulièrement avec juste ici donc
les commentaires, ce qui est très intéressant parce que voilà, par exemple, difficulté sur l'extraction, mauvaise flexion de tête, ce qui pourrait être une indication pour la prochaine fois et pour penser à ce qui nous a posé problème. L'intérêt également qu'on peut porter à cette application, et que ce soit d'un point de vue personnel ou d'une façon plus globale, c'est qu'on peut, en plus de regarder nos statistiques personnelles, regarder également celles des différents hôpitaux autour de nous, en fonction des données qu'on a remplies quand on a ouvert la première fois l'application. Et grâce à cette application, on peut comparer semestre par semestre, en tout cas année par année, le nombre d'actes qu'on a fait, vus en fonction de la ville où on se trouve, et donc voir si on pratique assez ce type d'intervention et dans quel CHU, par exemple, ça pourrait être intéressant de se déplacer si on a besoin d'expertise dans une autre. Cette application, comme le disait Frédéric, c'est une application qui est faite pour évoluer. De nombreuses réflexions sont en cours sur la façon dont on pourrait l'améliorer pour qu'elle soit plus facile à utiliser au quotidien, mais comme vous l'avez vu, elle est quand même déjà assez ergonomique. Et surtout, quel item, sans surcharger cette application, nous pourrions ajouter notamment des items sur le vécu, l'accompagnement, la façon dont l'accompagnement a été fait, qui pourrait être intéressant pour à la fois personnellement revoir les différentes interventions et la façon dont on a progressé, mais aussi avoir des données plus complètes sur la progression des jeunes gynécologues dans leur pratique des actes techniques en chirurgie et en obstétrique. Merci beaucoup Rémi. C'est très très clair. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains ont des questions. En tout cas, sur le chat, on n'a pas vu particulièrement de questions. Moi, Après, juste Frédéric. Ouais. Rajouter que le carnet de vol, je pense que c'est important de souligner pour pouvoir rassurer tout le monde, c'est vraiment des données qui sont personnelles et qui ne sont pas divulguées aux encadrants pédagogiques d'un terrain de stage, qui sont vraiment cantonnés à tout ça. Voilà, je pense que c'est important effectivement de le rappeler. Exactement. C'est déclaratif en plus, hein, donc il n'y a pas une preuve absolue que tout ce qui est marqué dessus est parfait. C'est plutôt un assistant du compagnonnage. Mais de plus en plus, cet assistant est tout de même important parce que l'ancienne génération devait imprimer tous les comptes rendus opératoires pour dire qu'ils avaient fait tant d'actes, ce qui était parfois un petit peu faux parce qu'évidemment, leur chef ne les avait pas toujours laissés opérer, hein, bien évidemment, vous vous doutez bien. Et puis des fois, c'était trop compliqué. Et puis, il y avait énormément de papier perdu, et puis la plupart des gens ne vont pas lire une pile de papier de 500 pages de compte rendu opératoire pour voir si ça a vraiment été fait, vous vous doutez bien. Et dans un cadre de plus en plus de certification où il faut un peu prouver, un peu savoir où on en est, surtout vis-à-vis de nous-mêmes dans notre formation, c'est quelque chose de très intéressant. Une chose aussi que tu soulevais, Rémi, et tu as parfaitement raison, ça permet aussi de savoir, en fonction de la ville dans laquelle on est, où est-ce qu'on pourrait continuer un petit peu notre formation, parce qu'on entend beaucoup parler des interchus, du fait d'aller dans un autre hôpital. Et effectivement, les techniques changent beaucoup d'un hôpital à l'autre. Supposons qu'on veuille se former à la chirurgie, par exemple, par voie vaginale, et qu'on est dans une ville où on n'est pas formé là-dessus. Peut-être qu'il y a un chirurgien qui le fait, mais il ne laisse pas les internes opérer. Et bien, l'interchu pourrait être mieux dans une autre ville. Effectivement, ça permet d'avoir accès, certes de façon déclarative, mais collaborative, sur ce type d'informations. Et ça, c'est vraiment bien, hein, pour le parcours. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors, une question que j'aurais pour toi, Rémi, c'est est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose d'ajouter sur ce type de carnet de vol des schémas, des légendes et des vidéos pour assister à la formation, ou est-ce que tu penses que ça serait un peu trop lourd? Je pense que ça peut être une bonne idée d'accompagner peut-être avec un autre outil. Je suis pas sûr que forcément sur ce carnet de vol, ça peut être une bonne chose, mais je sais qu'on développe avec la GOF des outils qui sont déjà des très bons accompagnateurs, notamment des outils de réalité virtuelle qui peuvent aider dans les gestes qui sont décrits dans ce carnet de vol. Et en effet, c'est tout à fait envisageable de mettre un lien, par exemple, vers ces vidéos explicatives qui sont déjà réalisées et plutôt bien faites. Merci beaucoup. J'ai une question aussi. Alors, je ne sais pas, Mariam, si tu es encore connectée, mais je sais que toi, tu as fait un internat plutôt tourné vraiment vers la chirurgie et aussi la chirurgie en cancérologie. Mariam, tu es connectée ou... Ah oui, je suis là.
Est-ce que tu penses, dans ce contexte de certification en cancéro, et de plus en plus on demande d'avoir fait un nombre d'opérations assez avancé, etc., est-ce que tu penses que nous, les jeunes, on aurait un intérêt à demander notre support, parce qu'on nous propose, on nous parle d'un logbook depuis des années et des années, et puis finalement on n'en voit pas vraiment le jour. Est-ce que tu penses que ça aurait un sens, en tout cas pour nous, en tant qu'apprenants, pour nous guider, en fait, pour l'apprentissage de la chirurgie et pour aller vers une certification? Moi, enfin, comme tu le sais, j'ai aussi eu la chance d'avoir travaillé dans d'autres pays qu'en France, notamment en tant qu'interne, notamment en Suisse. Et puis aussi, je fais partie là du comité de certification de la SCGP. Pour tout ce qui sera certification des chirurgiens oncogynécologues. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en ce moment, en France, il n'y a pas encore d'accréditation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un minimum d'interventions dont on doit prouver qu'on les fait chaque année pour avoir le droit de les faire. C'est en discussion que ça arrive en France, notamment pour les seniors. Pour les internes, ce que moi j'ai vu, c'est que ailleurs en France, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Suisse, en fait, les internes ont un logbook. Enfin, c'est un peu à l'ancienne comme en France, où ils recueillent en fait tous les actes qu'ils ont faits. Il y a vraiment une personne qui vérifie tout et qui parfois les embête parce qu'ils n'ont pas fait assez d'hystéroscopie diagnostique, par exemple. Mais c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Comme on a tendance à... Enfin, comme en parlait Lavinia, à encourager la collaboration avec les autres pays européens, c'est possible qu'à terme, en France, c'est le fait d'avoir un logbook, de garder tous les actes qu'on a faits, peut-être reviendrait. Après, pour soi, c'est de toute façon intéressant, peu importe dans quoi on veut se surspécialiser, de savoir à peu près là où on en est, de savoir là où on a des difficultés pour pouvoir améliorer sa formation et puis profiter en fait de ces stages du mieux possible. Mais de toute façon, le carnet de vol, il existe dans sous d'autres formes, dans plein d'autres pays. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison. En France, ça serait de toute façon un guide assez important pour les internes. Je pense notamment aux internes en phase socle ou qui débutent, qui ont du mal parfois à s'organiser, à bien viser les choses. Ça peut être un guide très intéressant. Merci beaucoup, mais vraiment un grand merci. Alors j'aurais une question pour Xavier, qui est docteur junior à Bordeaux. Est-ce que tu penses que ce type de support permettrait de faire une veille, ça veut dire un décompte collaboratif, pour donner un peu une cartographie, un état des lieux en fait de la formation et du nombre d'actes qui sont faits lors de la formation chez les jeunes gynécologues obstétriciens, pour faire des retours auprès des sociétés d'enseignants et aussi à nos supérieurs, pour vraiment avoir une vraie idée sur le nombre d'actes sur lesquels on est formé. C'est une question très, très pertinente, Frédéric. Et comme tu sais, moi, j'étais sage-femme avant d'être gynéco. Et quand j'étais sage-femme, ce logbook qu'on est en train de discuter, il était systématique. Et en gros, chaque étudiant avait son nombre d'accouchements, du siège, émélaire, et tout ce que tu peux mettre comme item. Et ça nous permettait de répondre à non pas effectivement à répondre en fait, si tu veux, à un nombre d'actes sur quelque chose qui est une formation professionnalisante. Pour répondre à ta question sur ce qui est l'intérêt d'une veille, moi je pense que c'est extrêmement important de pouvoir dynamiser des équipes qui sont déjà en place, puisque ça les permettrait de voir que par exemple dans tel ou tel service, l'interne a du mal à opérer seul ou a du mal peut-être à avoir un compagnonnage, et en tout cas les dynamiser quelque part et à les motiver par rapport en fait à d'autres services qui laisseraient ces internes opérer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous parliez tout à l'heure des interchus, de voir que dans certains centres hospitaliers, périphériques ou universitaires,
que la main est facilement laissée à l'interne avec un compagnonnage initialement, puis effectivement en automisation progressive, ferait que ce stage serait demandé par des désireux de continuer à se former. Donc oui, pour moi, la réponse à ta question, je pense que c'est extrêmement intéressant et pertinent de faire ce que tu proposes. Merci beaucoup, merci pour ta réponse. Alors, je ne sais pas si Clémence, toi qui es gynécologue médicale, est-ce que tu es en ligne? Oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir si, alors parce qu'on avait mis les actes de gynécologie médicale, je voulais savoir si tu pensais aussi que vous avez une spécialité avec moins de gestes, mais tout de même un petit peu de gestes, mais aussi quand même besoin d'évaluer un peu tout votre apprentissage. Est-ce que tu penses que toi, qui as fait plutôt une spécialité médicale, est-ce que tu penses que même chez vous, ça aurait un intérêt? Alors oui, ça peut avoir tout à fait un intérêt, effectivement, en particulier pour celles qui vont faire la FST de MBDRA, donc médecine de la reproduction, andrologie. Il y a quand même un certain nombre de gestes à faire, que ce soit sur les ponctions, les transferts d'embryons, les inséminations. Donc ça, c'est un versant qui est intéressant, sachant que tout interne de gynécologie médicale, FST ou pas de FST, est amené en général à s'entraîner sur ces gestes-là. Et on pourrait aussi, je me disais, envisager un côté échographie. Il y a quand même pas mal d'internes de gynécologie médicale qui font aussi le DU d'échographie gynécologie obstétricale. Donc peut-être que sur ce versant-là, ça pourrait être intéressant de partager et de développer le carnet de vol. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Là, on n'a pas eu... nous, on vous suit, en tout cas, de toute façon. On a vraiment la politique qu'on a tous depuis le début, c'est que tout doit être partagé. La GOF, la IGM, etc. En fait, dans le fond, on fait tous le même métier. On n'a qu'une envie, c'est que notre vie elle soit plus simple dans notre vie de tous les jours. Donc, nous, en tout cas, tout ça, c'est en commun. Et donc, si d'autres personnes ont d'autres avis et veulent créer de nouvelles sections parce qu'elles répondent à un besoin, bien sûr, c'est avec plaisir. C'est le but vraiment de ces outils-là. Merci à tous. Si ça vous va, j'aimerais vous présenter Dr Junior à Lyon, qui est assez incroyable et qui a plein d'idées, et notamment aussi pour associer des outils vers les patientes. Ce qui est souvent, nous, dans notre formation, notre avis, on ne nous le demande pas beaucoup. On nous met souvent en second plan, malgré le fait que la plupart des gens ont quand même au moins 7 ans d'études, certains 12, et puis certains ont quand même des très bonnes idées. Et Morgan Goetz, qui est donc docteur junior à Lyon, va nous parler du fait de faire des outils entre les jeunes et les patientes. Je ne sais pas si tu es connecté, Morgan. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Ok, super. Donc voilà, comme l'a bien présenté Frédéric, je vais vous parler des outils connectés et les patientes. Donc c'est dans le cadre de ma thèse, notamment, que je me suis intéressée à cette question, et tout particulièrement au sujet des projets de naissance. Alors, vous avez sûrement rencontré, comme moi, pendant l'internat, des patientes qui formulent des projets de naissance. Et l'accueil en salle est souvent assez mitigé, avec des patientes qui veulent s'exprimer, qui expriment souvent le désir de ne pas avoir de césarienne, de ne pas avoir d'extraction, de ne pas avoir de gestes supplémentaires pendant leur accouchement, qui veulent de la physiologie. Mais l'accueil en salle de naissance est souvent mitigé, parce qu'on sait, des fois, selon l'activité des centres, c'est parfois compliqué d'y avoir accès. Souvent, on a ces demandes qui nous paraissent un peu étonnante au bout de tout un suivi de grossesse, étant donné que les pratiques de l'épisiotomie, les pratiques de l'extraction systématique ne sont pas faites, de ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer de trouver des ponts entre les patientes et nous en ce qui concerne les projets de naissance. Je ne sais pas si on peut faire passer la slide. Ok, super. Non, c'est pas ça. Du coup, Morgane, il me semble que tu avais tes slides en partagés. Alors, non, c'est pas passé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Ah ouais.
Je suis désolée, on avait eu un petit souci avec le doc. Parce que les options qui s'affichent. Morgane, si tu veux, est-ce que tu veux essayer de me partager tes slides par mail et je partage mon écran? Alors, Ouais, je pense qu'on a bon, perdu. peut-être, si vous voulez, je peux présenter d'abord présenter la partie d'après, puis après on va revenir à la présentation de Morgane, Ouais, si ça vous va. je pense que c'est pas Alors mal. voilà, on va regarder en fait. Alors là, c'est des démonstrations en fait d'outils qui ont été créés par les internes pour les internes. Et, enfin, internes, chefs de clinique et assistants, hein, parce qu'une grande partie des outils ont été créés aussi par une chef de clinique. Et l'idée, c'était d'avoir dans sa poche des outils du quotidien, des scores, des clichés d'échographie, une réglette de grossesse qui te permet de trouver l'arrêt de travail pour les jumeaux, les codes de la CCAM, parce qu'il faut les recopier à la main, parce que les logiciels de l'hôpital, même des lycéens, feraient mieux, malgré le fait qu'ils coûtent plusieurs millions. Et donc, Morgane, voilà, je Ouais. présente celle d'après, et après, Ça marche. si tu veux, tu peux envoyer par mail à Michel pour qu'elle, si tu préfères, enfin, tout comme tu préfères. Ok, Alors, je te je vais laisse juste... continuer le temps de récupérer le truc et je l'envoie par mail. Hein. Ok. Alors là, normalement, vous voyez mon écran, si tout va bien. Vous voyez mon écran, du coup. Donc là, je voulais vous faire une démo, en fait, de l'outil. Yes, tout à fait, on voit ton écran. Alors, donc, par exemple, pour les scores, tout bêtement, hein, alors, bon, il y a le score de Bishop, par exemple, qu'on veut calculer. On peut recalculer le score de Bishop. On peut calculer un score de Hermann. Alors, certains, on les a pris de site parce qu'ils étaient déjà très bien, et donc on a demandé à la personne qui l'a fait. Pour d'autres, on les a un petit peu adaptés. Par exemple, pour l'anémie fétale, j'avais fait un score pour le TAPS. On rentre les valeurs. Et on avait mis aussi, donc si on veut, on peut mettre des mesures échographiques, des choses comme ça. En fait, tout ce qu'on met, c'est quelque chose de participatif. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut ajouter des choses sur cette base de données. Là, c'est par exemple les clichés de la CNEOF. On avait aussi eu la chance d'avoir des fiches qui étaient faites par General Electric, vraiment de bonne qualité. Et donc, on a pu mettre notamment, par exemple, sur l'échographie en salle de naissance, sur savoir définir une présentation et la variété, le type de choses qui n'est pas toujours évident, et de savoir faire une écho de présentation. Tout ça, c'est dans la poche. Il y a aussi la réglette de grossesse. Il y a aussi, vraiment, comme je vous l'avais dit, un peu les traumatismes des stages, où au lieu de faire de la formation, on en est à réécrire des noms de code comme ça sur des logiciels, et faire ça plusieurs heures par jour, ou à recopier des comptes rendus. On a aussi mis des comptes rendus opératoires, parce que dans de nombreux endroits, il n'y a rien qui est préenregistré, donc ça fait perdre beaucoup de temps aux apprenants, du temps qui aurait pu être précieux pour faire autre chose. Voilà, donc ça permet aussi de se lancer. Ou par exemple, quand l'ordinateur a planté et qu'il faut tout recopier, on a déjà un compte-rendu de base. Et il y a aussi, donc, dans ces outils, des liens vers d'autres parties, donc vers toutes les RPC en PDF. Et là, on avait mis la croissance selon épopée, mais bien sûr, nous allons mettre intergrosse, parce que bien sûr, nous sommes des gens à jour, et des aides pour les remplacements, et voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'il est vraiment tout à fait possible de participer à la création de plein d'outils qu'on peut avoir sur le smartphone, et que c'est quelque chose vraiment de participatif. Si un outil vous paraît intéressant, il est très facile de le mettre. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Alors, c'est tout bon, on a la présentation de Morgane. Eh bien, Morgane, c'est à toi. Ok. Je vais pouvoir partager. Voilà, du coup, je reste juste au micro. Je vous parlais de projets de naissance et d'outils connectés.
Alors, Morgane, on ne t'entend plus. Est-ce que vous entendez Morgane? Non. Elle a le micro coupé? Non, pourtant non. Non. Alors, je regarde pour activer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Morgane. Oui, on t'entend. Est-ce que vous avez entendu le début de ce que j'ai dit? Non. Ok, super, je suis désolée, la connexion n'est pas top. Donc voilà, je disais que je vous parlais de projet de naissance et d'outils d'aide à la décision médicale partagée. Donc l'idée, c'est que voilà, ces projets sont souvent apportés par les patientes en fin de leur suivi, alors que ça doit être pour nous, d'après les définitions même de la HAS, un outil d'échange d'informations et où la patiente peut exprimer ses souhaits par rapport à son propre accouchement, ses souhaits par rapport même des fois au postpartum, notamment immédiat. Et donc, on souhaite proposer par cet outil connecté un aide à la rédaction que les patients puissent réutiliser et que les professionnels puissent partager. Et donc, le support qui paraissait très approprié, ce serait une application qui donc est téléchargée, qui serait accessible aux patientes, qui leur permettrait d'avoir accès à des informations sur le déroulement d'un accouchement, sur comment est-ce qu'on accueille un nouveau-né en salle de naissance, comment est-ce qu'on peut protéger son périnée pendant la grossesse, et pas mal d'informations de ce type. Et ça permettrait à la patiente de réinjecter ses propositions et de formuler son projet de naissance de manière un peu plus construite de ce à quoi elle a accès actuellement. Même si on sait que, bien évidemment, il y a des sources d'informations en ligne, il y a des vidéos qui sont disponibles pour les patientes, mais il fallait, à mon sens, un pont pour que ces informations soient vraiment bidirectionnelles entre les professionnels et les patientes. Et donc, l'outil d'aide à la décision médicale partagée est encore en développement. Donc là, c'est un petit spoiler. Mais en tout cas, vous avez l'esprit principal de cet outil et l'idée, le projet qui est soutenu par cette application. Eh ben, déjà, bravo Morgane d'avoir eu cette idée. Et il y a plusieurs choses vraiment très intéressantes que tu apportes en plus dans tout ça, c'est que la plupart des gens qui veulent développer ce type d'outils, d'abord souvent ne sont pas médecins, sont uniquement ingénieurs. Souvent c'est à but commercial. Souvent c'est pas vraiment en lien avec les utilisateurs, c'est-à-dire nous puisqu'on voit les patientes. Et ça n'a pas un but purement collaboratif. Or, notre but à tous, c'est que l'outil soit le meilleur possible, parce que d'abord, on est tous aussi des patientes et des conjoints de patients, de base de patientes. Et ensuite, parce qu'on cherche, le but de l'outil, c'est aussi qu'il soit utilisé par tout le monde. C'est pas le but, ce n'est pas que de faire de l'argent le plus vite possible, enfin, au moins pour ce type d'outil, en tout cas. Et donc, c'est vraiment très scientifique et très noble de ta part de vouloir faire ça de façon associative et collaborative avec tous les jeunes pour permettre aux patientes de donner de meilleurs avis sur l'accouchement qu'elles souhaiteraient. Et puis pour nous, d'adapter aussi nos pratiques. Alors, je ne sais pas si tu as des commentaires, Morgane, sur ça, s'il y avait... Non. Alors je verrai s'il y a des questions plus tard. Alors, l'intervenant... Ouais, trop bien. Mais l'intervenant qui était juste après... Ah, bah, alors ça va être moi. Ça va être moi. Alors, je vais vous parler, toujours dans le partage de ces outils, en fait, pour aider le compagnonnage. Je vais vous faire une démonstration d'un outil qui n'est pas sur 360 Medix, parce qu'encore une fois, vraiment, notre rôle, c'est de tout vous montrer. Le but, c'est pas uniquement... Enfin, voilà, bien sûr, on adore 360 Medix, on travaille beaucoup avec eux, et le but, c'est d'utiliser tous les outils et que vraiment, tout le monde puisse se simplifier la vie, qui est déjà beaucoup trop complexe. Alors, je vais vous partager un outil en réalité virtuelle, qui permet de faire les gestes comme l'expert. Alors. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Alors, voilà.
Là, c'est des tutoriels en fait qui sont sur smartphone. Alors, je vous rappelle, hein, il y a 5 milliards de personnes qui ont un smartphone dans le monde. Et l'apprentissage des gestes techniques dans le laboratoire de simulation ouvert entre 10h et 10h19, un jour par mois, au vu des horaires des internes et au vu de l'attrait de la plupart des gens pour laisser les gens se former, c'est quand même un petit peu léger. Il y a certains gestes pour lesquels il faut pratiquer soi-même pour se perfectionner. C'est-à-dire qu'on peut regarder pendant des heures et des heures quelqu'un faire une échographie. Si on ne pratique pas un petit peu, ça va être vraiment complexe. Alors pour certains gestes, en tout cas, le compagnonnage consiste aussi à pouvoir observer ce que fait l'expert et puis pouvoir un petit peu vraiment se mettre à sa place. Alors là, c'est un tutoriel d'échographie qui est donc sur smartphone et qui peut, dans certains cas, en fait, on peut utiliser son smartphone en réalité virtuelle, et ça pour un très faible coût, puisque en gros, l'écran se divise en deux, et on peut utiliser un casque en carton qui coûte environ une dizaine d'euros, que l'on donne, nous d'ailleurs, à la GOF, à tous les internes en congrès, et ça permet de voir en réalité virtuelle à travers les yeux de l'expert. Donc, je vais vous faire une démo. Et alors, là, c'est une échographie pour laquelle la présentation fétale est un petit peu complexe. Et donc là, on voit à travers les yeux de l'expert et on comprend exactement comment elle se mobilise. Okay, parce que ça, c'est des fois difficile. Et pour bien comprendre chapitre par chapitre ce que l'on souhaite regarder, nous avons mis des légendes, comme ça. Et donc ça, ce sont des tutoriels immersifs qui permettent de vraiment bien comprendre ce que l'on fait. Là, par exemple, voilà, on veut voir une étude. Ça bug un petit peu, je suis désolé. Voilà, je suis vraiment désolé, ça plante. Alors c'est sur smartphone, alors ça marchera peut-être un peu mieux. Dès que ça recharge, je vous le remets en un peu mieux. Je suis désolé. Mais on a la chance d'avoir l'orateur suivant qui est connecté le temps que mon système remarche, qui est Michel Gabriel Cazenave, qui est gynécologue obstétricien interne en gynéco-obstétrique et qui a un investissement associatif vraiment absolument incroyable et qui va vous expliquer de nouveau que nous n'avons pas besoin d'être PUPH, d'être un grand seigneur, d'avoir tous les réseaux de la Terre pour innover, que tout le monde a son mot à dire et qu'on peut très bien s'en sortir et créer des nouveaux modes d'innovation, même si les plus vieux ne veulent pas nous donner d'argent. Voilà, Michel Gabriel, je te laisse la parole. Bonjour à tous, excusez-moi de vous parler, je suis en garde à l'hôpital Mignot, donc c'est un peu la particularité de cette conférence. Je voulais absolument intervenir sur un sujet particulier qui me touche beaucoup. C'est un peu une ouverture sur l'innovation que je vais vous faire ce soir. Alors moi j'ai plusieurs casquettes, je suis à la GOF en tant que vice-président syndicat national l'ISNI. Je suis également à l'ISNI en tant que vice-président partenariat événementiel et avec une forte appétence pour l'innovation. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Décidément. Bon, et ben, alors, si vous voulez, je continue la présentation. Désolé, moi, vraiment, je voulais pas que ça bug. Désolé, excusez-moi. Tu es encore là? Désolé. Vas-y. Oui, c'est le bloc opératoire qui m'appelait. Donc, je suis au syndicat de Paris en premier vice-président. Et moi, en fait, le message que je voulais vraiment vous faire passer aujourd'hui, c'est effectivement, comme le dit Frédéric, il y a des nouveaux moyens qui nous permettent de nous, en tant qu'interne et en tant que jeunes médecins, de se positionner dans des projets très innovants, dans des startups, et de pouvoir créer également, nos solutions de santé innovantes. De plus en plus, on développe avec l'AGOF, le syndicat national, le syndicat local, des partenariats avec des grands incubateurs, avec des solutions comme
comme des solutions très simples comme le DMH, qui est le Digital Medical Hub, qui s'occupe de tout ce qui va être innovation en santé. C'est un groupe qui est dérivé de la PHP, et son but à lui, c'est de fournir, de lier les internes à des projets innovants, à des industries innovantes, de nous donner une place très importante. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans l'innovation, l'interne n'est pas en dessous de PUPH ou de PH. Il est au même niveau. On a le même niveau et surtout, ils ont plus d'intérêt pour nous. C'est très simple, c'est que on connaît bien la technologie, on sait l'importer, on sait l'implémenter. Et pour ça, en fait, on est beaucoup plus valuable sur ce marché-là. Donc déjà, là, on est en train de lier des liens avec le DMH qui s'occupe vraiment de la santé digitale. On a aussi At Hôtel Dieu, qui est la moitié de l'hôpital Hôtel Dieu est rénové et maintenant propose des parcours innovants pour se former sur des choses différentes, faire le pas de côté qu'on mérite tous en tant qu'interne. Il y a aussi des solutions plutôt jeunes comme j'ai intégré maintenant Emerge, qui est un groupe qui réunit des jeunes ingénieurs, des jeunes commerciaux, des jeunes doctorants et des jeunes médecins ou autres professions de santé. Et le but, c'est de se réunir pour créer ensemble les solutions innovantes de demain. C'est donner un terrain fertile, un terreau intéressant pour créer. Et c'est ça, en fait, qu'il faut se dire. On a le droit de créer, on a le temps de créer. Et chaque personne dans vos stages qui vous diront le contraire ont tort. Vous avez le temps de vous intéresser, d'être curieux. Et à l'ISNI, à la GOF, au SIHP, on s'efforce tous les jours de vous donner cette opportunité de faire ce pas de côté. Donc, restez attentifs. On arrive avec plein d'autres de bonnes nouvelles, plein de projets différents. Avec 300 Medix, on vous propose cette solution innovante de formation et de pédagogie. Utilisez carnet de vol. Passionnez-vous un petit peu pour un peu tout. Soyez curieux, c'est le plus important. Et nous, derrière, on va vous proposer des terrains d'action et des terrains de jeu autour de l'innovation. Donc, on arrivera, quand tout sera bien signé, avec des belles présentations, des belles plaquettes. Déjà, si vous voulez, pour commencer à vous renseigner en tapant DMH, Emerge, ou bien des solutions comme At Hôtel Dieu. Et évidemment, voilà, il faut y penser à ce pas de côté. Vous y avez droit, vous y avez accès. Donc, voilà. Bienvenue dans ce merveilleux monde qu'est de l'innovation. Il est à vous, c'est à vous de saisir cette chance-là. Et tout le monde vous attend. Merci beaucoup, Frédéric. Monsieur Gabriel. Effectivement, vraiment, on nous fait souvent comprendre, voilà, en stage, qu'on n'a pas forcément notre place, alors que pourtant, vraiment, encore une fois, hein, vous êtes tous des gens intelligents. Hein. Si vous êtes là, c'est que vous avez plein d'idées et plein de choses à apporter. C'est pas parce parce qu'on est encore en train d'envoyer des fax que c'est de notre faute et qu'on est des idiots. C'est vraiment, on a tous quelque chose à apporter, chacun à notre niveau, et on a tous des idées. Alors, je vais du coup vous partager parce que ce que je voulais vous montrer. Alors là, c'est en fait un tutoriel qui permet de s'entraîner à la dystocie des épaules. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. On voit très bien. On voit. Ouais. Voilà. Alors, pour les plus obstétriciens d'entre vous, vous savez tous à chaque fois que c'est vraiment une de nos craintes, la dystocie des épaules. C'est rare, mais c'est très dangereux. Ça donne un handicap majeur aux enfants, ça traumatise les parents. Et on a beaucoup de mal à se former à ce geste, puisque c'est un geste d'extrême urgence. Quand quelqu'un voit une dystocie, il a envie de la régler le plus vite possible, puisqu'il y a des séquelles pour le bébé. Et souvent, on n'est pas vraiment formé à ça. Et en plus, c'est un geste qui s'effectue à une ou deux mains. Et donc, en fait, quand on est l'observateur, on ne se rend pas forcément bien compte de tout ce que l'on peut comprendre. Donc, le compagnonnage n'est pas toujours vraiment la meilleure technique pour comprendre ce que c'est que cette manœuvre. Et en fait, là, je voulais vous montrer à quel point la réalité virtuelle pouvait être quelque chose d'intéressant. Et ce tutoriel, en fait, donc, qui est sur smartphone et en réalité virtuelle, qui est complètement gratuit et disponible dans le monde entier, et qui est en train d'être traduit, permet vraiment de voir comment l'expert réduit une dystocie des épaules. Alors, ce que vous voyez sur l'écran du haut, ça correspond en fait à ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Parce que ici, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'utérus. Donc, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez à travers les yeux de l'expert. Alors, comme vous voyez, donc les images sont synchronisées. Donc, on voit ce qui se passe sur l'écran du haut
de façon synchronisée avec l'écran du bas. Et ce qui se voit en bas, on peut le voir en réalité virtuelle. Alors, il y a aussi, voilà, des tutoriels, des vidéos ajoutées. Voilà, voilà. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, il est possible de créer des tutoriels en réalité virtuelle sur smartphone et de les partager à tout le monde dans un mode associatif. Et cela, même si aucune société savante nous donne de l'argent, même si notre entourage, etc., préfère nous limiter notre potentiel, en fait, le potentiel, c'est vous. Les apprenants, c'est nous tous. Et en fait, c'est nous qui savons ce qui nous convient pour apprendre. Et ce qu'on peut avoir des autres et d'une partie de l'entourage, c'est une validation théorique ou une validation pratique. Mais en tout cas, le fait d'être moteur dans notre formation, c'est vraiment une chose qu'il est possible de faire. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend. Oui. Ok. Alors, donc pour terminer ce webinaire, pour aller un peu à la suite de ça, en fait, il y a plusieurs membres de la GOF là, qui se sont connectés, qui se sont dit bah, c'est très bien les paroles, c'est très bien de dire beaucoup de choses, mais on va essayer de faire un petit peu un résumé, essayer aussi de poser un peu quelques questions pour voir comment est-ce qu'on pourrait avancer et aller un petit peu plus loin. Et alors, je voudrais du coup donner la parole à Thomas Parcy, qui est docteur junior à Toulouse, qui est en ligne, je crois, pour voir s'il avait quelques questions sur toutes ces présentations, s'il avait quelques propositions, s'il avait un peu envie de nous tirer dans nos retranchements, pour qu'on fasse un petit peu avancer tout ça. Est-ce que tu es là, Thomas ? Alors, il n'a peut-être pas le droit de parler. Ou... Ah, pas de micro. Alors, je regarde pour lui donner un accès micro, mais je pense que ça ne va pas être possible. Il faudrait poser les questions à l'écrit. Ah mince. Oh là là. Est-ce que quelqu'un parmi les gens connectés a des questions ou a des propositions à faire? C'est tout bon, je peux lui donner accès. Ah, trop bien. C'est bon, c'est fait. Il va pouvoir arriver dans quelques secondes. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Salut Thomas. Salut. On t'entend très bien. J'ai pas de questions particulières parce que c'était très bien présenté. La seule éventuellement question que j'avais, c'était plutôt de la part des gens qui veulent promouvoir la GOF. Comment faire en sorte de populariser ces outils pour que ça soit mieux connu par les jeunes internes, etc. Parce que il y a plein de gens qui connaissent pas la GOF, par exemple. Et on peut faire la pub de manière individuelle ou par les réseaux, mais voilà. J'aimerais bien, si quelqu'un a une idée pour promouvoir ça et que ce soit plus connu, je pense que ce serait très utile. Là, tu as 1000 fois raison. Vas-y, Mariam, à toi.
Moi, j'ai quelques propositions et après, je compte sur vous pour compléter, nous donner tout plein d'idées. Et ben justement, ce week-end, avec Frédéric notamment, on accueillait les nouveaux internes et les phases socles. Donc, si dans vos villes, certains d'entre vous sont notamment référents de spécialité, eh ben, l'idéal, c'est dès le début, en fait, présenter la GOF au Piu-Piu, présenter tous les outils aux plus jeunes. Comme ça, ils en prennent l'habitude dès le départ. Ils connaissent la GOF. Et s'ils ont des propositions, eh ben, on va pouvoir tous en profiter. Donc, c'est une bonne façon déjà de présenter les outils. Et après, comme tu l'as dit toi-même, via les réseaux sociaux et puis entre nous, entre internes, lors des congrès. Alors, pour ça, il faut pouvoir venir tous au congrès, se rencontrer et puis partager tout ça. Alors, on a aussi conscient un peu de la difficulté. On a fait un livret d'accueil pour tous les néo-internes. À chaque fois, avant, on le partageait qu'en PDF. On se disait, non, mais quand même, il faut être écolo, faut pas gâcher du papier. Et en fait, les gens ne le recevaient pas trop, ne l'ouvraient pas trop. Là, on l'a fait imprimer, on l'a fait distribuer à tous les référents donc dans toutes les régions pour que tout le monde ait tous les QR codes et toutes les informations dans sa poche. Parce qu'on pense quand même que ça permettrait d'augmenter la diffusion. Une deuxième chose était qu'avant, on avait une stagiaire en communication, on avait eu un budget, puis finalement, là, elle a dû arrêter, mais on va recruter de nouveau une stagiaire en communication. Au vu de notre budget, c'est difficile d'embaucher quelqu'un, mais une stagiaire, c'est possible parce qu'il y a des fonds spéciaux, en fait, des bourses d'aide. Et donc, une stagiaire en communication pourrait vraiment améliorer notre communication, dans lequel on n'est pas, c'est pas notre métier, hein. Du coup, en suggestion, moi, j'aurais juste tendance à dire aux internes qui veulent se renseigner sur les outils à leur disposition, qui se rapprochent de leur référent de région pour avoir le carnet, le livret de la GOF, en fait, tout simplement. Oui, alors là, je vais vous partager le lien, d'ailleurs. Je vais vous mettre ou peut-être on peut, je sais pas si, Michel, on peut partager un PDF à tout le monde? Oui, tout à fait, on peut partager un PDF, oui. Je le mets comme ça en lien et... Ok. Sur le chat? Ouais, ou à tous le livret? Si c'est un lien web, tu peux tout à fait l'envoyer sur le chat. Ok. Je vais faire ça. Est-ce que... Ah bah voilà, il vient d'être partagé, vous avez vu, Laura. Donc voilà, donc il y a le livret avec tous les liens. Alors, pour ceux qui sont, comme moi, peut-être des fois un peu moins modernes, quand on ne voit pas le lien, il faut cliquer sur le logo de l'application ou autre. Et en fait, ça va directement sur le lien. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas les liens écrits www. Mais en tout cas, merci Thomas pour ta réflexion. Effectivement, la communication, c'est quelque chose qui a probablement pêché, ou en tout cas, on a du mal à communiquer. Donc, il faut vraiment qu'on s'améliore sur ce point-là. Et on est très, très preneur d'internes qui ont des bonnes idées et qui voudraient s'impliquer dans la GOF pour la communication et pour tout le reste. Est-ce que tu as d'autres suggestions? Est-ce qu'il y a d'autres... Tous les outils ont été très très bien présentés, donc j'ai pas de nouveaux commentaires à faire dessus. Ce serait redondant, je pense. Alors, je suis désolé, hein, je suis quelqu'un de toujours très provocateur. Je ne sais pas si tu as pu entendre la présentation de Chloé, qui était tout au début. C'était un peu difficile, c'était vraiment tout au début du webinaire, mais pour reprendre quelques chiffres, il y avait 600 répondants sur 1000 internes, il y avait 20% des internes en burn-out, il y avait 14% qui avaient des idées suicidaires. D'ailleurs, dans ces gens qui ont des idées suicidaires, il y en a seulement 17% qui se soignent. Ça veut dire qu'une grande partie des gens qui ont des idées suicidaires, ils continuent leur life tranquillement. Ça, ce n'était que la partie déclarative, donc autant vous dire que c'est beaucoup plus haut. On peut aussi penser d'ailleurs que les assistants, les CCA, ou qu'une partie des plus jeunes ne sont pas forcément mieux lotis. Nous, c'est vrai que on pense que ça va être un peu compliqué, hein, que la société ou les plus vieux puissent bien nous aider. On pense qu'on doit se débrouiller entre nous. Et on a du mal, en fait, à avancer là-dedans. Là, on propose des outils, c'est déjà bien. Est-ce que... qu'est-ce que tu penses de toi qui es un peu en dehors, enfin, tu es bien sûr, tu es comme nous, tu es en formation, tu es tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses que
qu'on pourrait essayer de faire quand même? Est-ce que tu as déjà pensé? Je suis méchant, hein, je te parle d'une question sur laquelle je t'ai jamais préparé. Je suis horriblement méchant, je suis désolé. Tu me poses une colle parce que là, moi où je suis, les internes sont assez solidaires entre eux et échangent beaucoup entre eux en petits groupes, en gros, entre groupes d'amis. Et l'asso des étudiants en médecine a mis en place, en lien avec les référents pédagogiques, donc pas du tout pour la spécialité, mais pour tous les internes et les externes, des séances de psychologie, en fait, pour tous les gens qui sont en burn-out et tout ça. Donc, si tu veux, c'est pas que je suis pas concerné par le problème, c'est que c'est pas un truc qui se règle avec la spécialité, ça se règle soit, enfin, ça t'est aidé soit avec tes amis, soit avec tes référents pédagogiques de la faculté, hors spécialité en fait. Il y a déjà un circuit en fait qui existe. Alors, parce que une idée qu'on avait, enfin nous on se disait que c'était quand même assez difficile de parler à son entourage, qui sont à la fois les supérieurs, à la fois les personnes qui valident notre stage, qui nous évaluent, qui peut-être vont nous embaucher après. C'est assez difficile des fois de parler d'un mal-être. Alors, une chose que tu soulignes qui est intéressante, c'est qu'effectivement, vous, c'est un peu en dehors du service, ce n'est pas propre à une spécialité, donc ça permet peut-être un peu de se détacher pile de son service. Nous, en tout cas, à la GOF, et on en reparlait justement avec Mariam et d'autres récemment, on a mis en place en fait une consultation avec des psychologues qui est à la fois en présentiel et en visio, qui est gratuite, qui est anonyme, hein. Donc nous, personne ne sait à la GOF qui a consulté. Et qui est entièrement gratuite et entièrement remboursée parce qu'en fait, on est vraiment scotché en fait, de ce nombre de jeunes qui vont mal et qui ne s'aident pas. C'est pas uniquement que les plus mal lotis, on pense aussi qu'il y a une difficulté. En tout cas, c'est intéressant qu'à Toulouse, il y a un accès en dehors de la spécialité qui permet un petit peu de sortir voilà, du milieu très fermé dans lequel on a peut-être peur de représailles. Alors, très bonne idée, parce que effectivement, le fait de sortir de gérer ça avec des gens autres que ses spécialités, autres que ses supérieurs ou ses co-internes, ça permet d'excentrer un peu le débat. Et voilà. Je pense que c'est une très bonne idée, surtout si c'est anonyme et si c'est fait de manière simple, c'est une très bonne chose, je pense. Ok. Alors, on va vous remettre l'adresse, mais il faut contacter secrétariat.gof@gmail.com. C'est notre secrétaire qui est salarié et qui n'est pas du tout gynéco-obstétricienne et qui est très honnête et qui ne nous donnera jamais les noms, ne vous inquiétez pas, qui vous mettra en lien avec notre sponsor qui paye complètement des consultations avec psychologue. Et c'est possible en visio, hein, pour ceux n'importe où vous êtes. Et on ne le saura jamais et vos professeurs ne le sauront jamais. Et vous pouvez, si ça peut au moins un peu vous aider, voilà, vous pouvez passer par ce biais-là, même s'il existe des tas de numéros verts, de choses comme ça, mais en tout cas, si ça peut vous rassurer, c'est des vraies consultations avec des psychologues, donc c'est vraiment comme une téléconsultation remboursée par la Sécu, où tout ce qui n'est pas remboursé est pris en charge, donc vous n'avez rien à payer. Alors, on va peut-être terminer sur une note plus joyeuse. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'un peu plus joyeux, parce qu'en fait, on a quand même vu des tas de trucs très positifs. On a vu quand même que les jeunes, finalement, ils ont plein d'imagination. Qu'est-ce que vous en pensez? Michel, toi qui vois plein d'associations de spécialités, qui vois des diverses, finalement, qu'est-ce qui nous différencie, je ne sais pas moi, des cardiologues, des anesthésistes, est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi à apprendre chez eux? Et déjà, pour commencer, tout ce que vous avez présenté, c'est très intéressant et je trouve ça dingue de voir comme quoi, même avec peu de moyens, quand on décide de s'investir et de chercher un peu autour de soi, que c'est possible d'innover et de proposer des trucs qui changent complètement les tendances. Et c'est sûr que vous, en gynécologie obstétrique, vous êtes très fort là-dedans. En tout cas, à la GOF, la IGM, on voit qu'il y a un investissement particulier par rapport à d'autres spécialités, ça c'est sûr. Je pense que vous êtes vraiment dans les top spé pour ce genre de projet. Et d'ailleurs, ce sera intéressant de voir, est-ce que c'est l'humain qui fait ça? Est-ce que c'est parce que c'est vous êtes investi, ou est-ce que c'est l'aspect qui veut ça parce qu'il y a un besoin d'innovation du fait justement c'est une spécialité où, comme vous le disiez, il y a pas mal de burn-out, ce genre de choses. Donc, l'innovation peut être une réponse à tout ça. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent dans d'autres spécialités. Par exemple, je pense en cardiologie, il y a beaucoup d'outils aussi qui existent dans ce style-là pour aider au quotidien les professionnels de santé.
Mais c'est vrai qu'en gynéco, il se passe aussi énormément de choses, quoi. Et pour répondre à ta question, voici mon opinion, quoi. Vous êtes dans les starting blocks pour l'innovation et je pense que c'est encore une fois beaucoup une question d'hommes, d'humains et d'investissement et ce que vous faites très bien. Eh bien, merci. Je ne sais pas si quelqu'un avait des questions particulières. Mariam, Xavier, Rémi, Thomas de nouveau, hein, si tu avais... Venge-toi de mes questions méchantes, hein, vas-y, tu as le droit. Ah non, en fait, moi, je vais juste donner encore Alors, je suis désolé, ça a un peu bugué chez moi, je sais. Oui, ça bug un petit peu. Mariam, si tu peux répéter, ou enfin peut-être vous avez tous entendu, mais... moi, je disais que en fait, là, je repars je repars juste avec plus d'idées, en fait, et du coup, je pense à plein de trucs, donc plein de projets qu'on va pouvoir tous mener, quoi. Bon, En tout cas, je donc pense que c'est c'est très positif. Oui, je pense que c'est extrêmement intéressant de pouvoir développer ce genre d'outils avec des applications comme Sandix qui nous impliquent clairement en fait dans le développement de leur application, parce que c'est une application en fait qui font avec notre aide en fait, et pour avoir été sollicité à plusieurs reprises par 360 Medix, je trouve que vraiment ça met une motivation importante pour pouvoir développer plein de projets. Et ça, je pense que vraiment de passer être acteur en fait de notre formation, on devient quasiment en fait l'auteur de notre formation. Et c'est là où Frédéric, je te rejoins totalement sur l'innovation, sur l'apprentissage, sur plein de choses. Et je pense que on a vraiment tout intérêt à devenir vraiment auteur de notre formation, donc de l'écrire. Ça, c'est vraiment ça. Je pense que je te rejoins totalement là-dessus. Ok. Alors quand même, pour nuancer, hein, c'est difficile de créer des contenus, notamment de trouver de l'argent, hein. Pas toujours d'avoir des idées, ça c'est plutôt en fait assez facile, parce qu'on a tous des problèmes dans le quotidien. Mais alors trouver de l'argent, je peux vous dire que c'est le nerf de la guerre, hein, de trouver quelqu'un qui vous aide au début. Donc si vous êtes interne, je ne sais où, déjà vous êtes quelqu'un de très bien, c'est très bien d'être interne. Et ensuite, il faut qu'on se mette à plusieurs pour trouver de l'argent, hein, parce que sans ça, on ne s'en sort pas. Est-ce que quelqu'un a un commentaire? Est-ce que vous voulez qu'on conclue ce webinaire qui a démarré il y a 1h32 quand même? Ça vous va? Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Vraiment, c'était très complet, très intéressant. Merci à tous et un grand merci vraiment au bureau de la GOF et aussi à l'EGM vraiment d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, hein, quand on voit avec votre emploi du temps de la semaine, etc., et les gardes, etc., tout le monde s'est vraiment donné du temps et s'est montré motivé. Ça fait vraiment, vraiment hyper plaisir. C'est vraiment un bonheur d'avoir une association aussi motivée, d'être aussi nombreux vraiment d'avoir les mêmes idées. Et là, ça ne se voit pas forcément derrière l'écran, mais on vient de plein de villes différentes. On ne se connaît pas à la base. Et vraiment, c'est un très grand plaisir. Merci à vous et on espère vous revoir dans plein d'événements de la GOF. Merci à tous et merci beaucoup à tous les intervenants pour votre temps, en effet, pour la qualité de la présentation, des démos, de tout ce que vous avez partagé. C'est, je pense, un webinaire exceptionnel. Il y a eu beaucoup de participants et on sera ravis de pouvoir vous partager le replay dans les prochains jours pour que ceux qui n'ont pas pu assister à l'entièreté puissent quand même en profiter. Et voilà, mille merci la GOF, l'AIGM et voilà pour tout ce que vous avez fait ce soir. Merci à vous tous. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.